J'étais pas très sportive jeune, Mmh. même au contraire, je cherchais tout le temps des dispenses, de sport à l'école pour pas faire du sport. Et du coup, bah là, j'avais vu une vidéo aussi, Christophe Lemaitre qui avait fait une course Je me suis rendu compte très vite que je voulais devenir coach d'athlétisme. et Hélène Parisot, parce qu'on sait qu'elle a percé dans le tard, etc. Est-ce Mmh. que à l'époque, tu pensais qu'elle allait arriver à ce niveau-là? J'ai beaucoup plus appris avec ces 2 coachs-là qu'avec toutes mes licences, masters, formations que j'ai faites dans toute ma vie. Être une coach reconnue pour ses résultats ou être reconnue pour la qualité humaine de son accompagnement? Moi, j'ai le combo parfait. Je suis jeune, je n'ai jamais été athlète de haut niveau, je n'ai jamais entraîné d'athlète de haut niveau. En plus, je suis une femme. En plus, petit plus, je suis libanaise. En plus, je mesure 1,60 m. French Track Show. Donc bonjour à tous et bienvenue dans le 19e épisode du French Track Show. Et aujourd'hui, on est avec Tamara. Tamara, et ton nom de famille se prononce comment? Awada. Awada, ok. Tamara Awada, née en 97. Tu es coach mais aussi athlète au sein de l'Athletic Club 92. Tu nous fais aujourd'hui l'honneur d'être avec nous sur le French Track Show. Donc merci beaucoup d'être venu partager ton expérience avec nous. Et c'est pas ton premier exercice au niveau au niveau des podcasts parce que tu avais déjà fait Secret d'entraîneur. Et c'est comme ça que je t'ai découvert aussi, comme ça que pas mal de personnes t'ont découvert. Et du coup, ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Parce qu'on dit aussi, on dit que t'es une star sur les réseaux, t'as plus de 30K d'abonnés, et du coup, on veut savoir un peu bah, qui tu es. Ok, bah déjà, merci pour l'invitation. Hmm. Je m'appelle Tamara Awada, je suis coach en athlétisme au sein de l'Athletic Club 92. Je m'occupe des sprinteurs 100, 200 et 60 mètres. Ok. Voilà. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, j'ai des abonnés, mais ça veut rien dire. Hmm. Je suis coach comme tout le monde et voilà, on va apprendre un peu plus à me connaître. Ça va Ok. être cool. Ok. Du coup, au niveau des réseaux et tout, t'as pris de la fame comme ça, genre d'un coup ou après Secret d'entraîneur? Je pense que aussi secret d'entraîneur, ils m'ont connu grâce au réseau. Ok. Je t'avoue que j'ai pas trop fait exprès d'avoir autant d'abonnés. À la base, c'était juste je postais quelques exercices par-ci par-là, je faisais des vidéos, mais c'était plus dans le but de partager des exercices, que ça soit pour les entraîneurs ou pour les athlètes. Et voilà, l'algorithme d'Instagram a fait en sorte que les gens ont vu et ça leur a plu et voilà. Bah, en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool parce que ça donne de la visibilité Oui, à l'athlète et aussi aux c'est ça. entraîneurs. Parce que ceux qui sont plus populaires sur les réseaux, bah, c'est les athlètes, mais les entraîneurs aussi qui travaillent dans l'ombre, c'est intéressant de les mettre en valeur. Et aussi, bah, tout ce qui est exercice, etc., que tu montres sur ta page, ça peut en aider plus d'un. Donc, franchement, c'est cool. Oui, c'était plus dans ce but-là que j'ai commencé. C'était vraiment pour donner le plus de nombre d'exercices aux entraîneurs pour qu'ils puissent s'en servir dans leur quotidien. Et je suis contente que ça fonctionne. Ok. Donc, du coup, tu viens du Liban, C'est ça. c'est ça? T'es arrivé en France pour les études, c'est ça, pour tes études de coach? Oui, donc j'ai quitté le Liban, où j'ai vécu toute ma vie, à 18 ans, pour poursuivre mes études en STAPS. Hmm. Parce qu'au Liban, on n'a pas, déjà, on n'a pas STAPS. Il y a un petit truc qui ressemble en éducation physique et sportive. Mais moi, vraiment, j'avais envie de partir, de voir comment ça se passe ailleurs et de faire des études un peu plus poussées dans le domaine. Donc, j'ai quitté le Liban. Je suis arrivée à Toulouse en 2016, je pense. Et c'est là où j'ai fait une licence STAPS en entraînement sportif. Et c'est là où tout a commencé. Ok, c'est ça. Du coup, entraîneur sportif, tu voulais commencer directement par l'athlé ou cette passion de l'athlé t'est venue en France? Non, moi, je savais depuis que j'ai commencé l'athlé au Liban, j'ai commencé tard l'athlé. J'ai commencé vers 16-17 ans, vraiment 17 ans. Et je me suis rendu compte très vite que je voulais devenir coach d'athlétisme. C'est pas en STAPS que... Enfin, mon objectif était très clair dès le début et j'ai fait ma licence et direct après, j'ai poursuivi des stages, tu vois, ce qu'on fait en licence en tant que coach d'athlé.
Ok. Et du coup, t'as commencé dans le tard l'athlé, mais est-ce que tu pratiquais un sport avant l'athlé? Mmh, pas vraiment, j'étais pas très sportive jeune. Hmm. Même au contraire, je cherchais tout le temps des dispenses, de sport à l'école pour pas faire du sport et je pense que vu que j'étais un peu, «nulle» entre guillemets à l'école et que j'avais pas envie d'aller à l'école, je trouvais un peu d'excuses en mode j'ai entraînement, j'ai compétition. Mais vraiment, c'était à la base pour fuir l'école et les devoirs et tout ça. J'ai commencé par faire du cross, comme tout le monde. Hmm. C'était dur. Ouais, bah oui, bien sûr. Les crosses, Voilà, mauvais souvenir. J'en ai un très mauvais souvenir, moi, en tout très cas. très mauvais. Et je me suis dit, bon, le sprint, ça a l'air plus facile. Et voilà. Avant, je pratiquais un peu de rugby, un peu de canoë-kayak par-ci par-là, mais j'étais pas vraiment une grande sportive de base. Ok. De toute façon, on va en parler du rugby parce que t'as quelques faits d'armes dans ce sport, notamment au niveau de la préparation physique, mais on va en parler. Oui. Du coup, t'as dit que t'as commencé l'athlé en 2016 au Sabalma. Euh, pourquoi non. Et est-ce que tu peux nous parler là plus précisément de ton parcours en STAPS? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé par une L3, c'est ça? J'ai fait L1, L2, L3 Ok, à Toulouse. Après, j'ai fait des masters ici. C'était quand je suis partie de ok, Toulouse. Mais surtout, voilà, j'ai fait STAPS. Je m'entraînais en parallèle au CREPS de Toulouse. Et voilà, donc j'ai fait un parcours traditionnel, entre mhm, guillemets, dans ma formation. Et c'est pas plus mal. ok. Du coup, le CREP, c'était pour une spécialisation athlée ou c'était pourquoi au juste? En fait, j'ai intégré le CREPS en tant qu'athlète. Et c'est très choquant pour beaucoup de monde. Ok. Je vais vous expliquer pour pas vous dire comment elle a fait. En fait, euh, mon père à l'époque, Mhm, il pensait que j'allais devenir athlète international à l'athlé. Et mhm, vu que lui, à la base, il était de Toulouse, il connaissait, tu vois, le champion olympique en tête Wilfried Forge. Je sais pas si tu connais en canoë-kayak. Donc, il a contacté Dominique Hernandez. ok. On lui a dit, oui, mais cette fille, elle a du potentiel. Elle va devenir championne de France, je sais pas quoi, alors que j'avais rien du tout. Donc Dominique, le pauvre, il m'a testé. Il a pas vu de potentiel, Ouais. mais je pense il a eu un peu de peine pour moi. Il m'a pris dans son groupe il y avait que des sauteurs à l'époque et Hélène Parisot. Ah, Elle ok. s'entraînait Ah ouais, ok. oui, c'est comme Ok, il ça y qu'on est avait. devenus Ok, super amies. ok, il y Elle avait un s'entraînait Parisot. au Krebs et c'est comme ça que j'ai fait partie du Krebs. Je me suis entraînée là-bas pendant 3 ans, je pense, en Ok, tant qu'athlète, à ok, côté de STAPS. ok. Donc, c'était vraiment une expérience Mhm. incroyable et je remercierai toujours Dominique et les athlètes qui étaient avec lui pour m'avoir accueilli. Vraiment, j'ai pas senti que j'étais nulle, alors Ok. que j'y étais vraiment, tu vois. Donc, c'était trop cool. Mais quand tu dis nul, c'est-à-dire parce que t'as intégré le Krebs, mais pour intégrer le Krebs, il faut, enfin, il y a un certain standing à avoir. Oui, Mais quand tu dis nul, t'étais pas non plus au niveau, à un niveau départemental ou quoi. non, mais à comparer avec le groupe de Dominique à l'époque, il avait, je sais pas si tu connais, Réo, Élodie Ouais, ouais, si, Sommier, ouais. Hmm. Chérubin, Hélène Ah ouais, j'avoue, Parizeau, ouais, 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 tu Rio, vois, c'était, ouais, Yann ouais, Rouguesso. Il ouais, avait ouais, que des athlètes niveau national, voire à l'époque international. ouais. Ok. Donc, par rapport à eux, Hmm. j'étais pas dans le même niveau, quoi. Ouais. Mais c'est une expérience qui m'a appris beaucoup de Hmm. choses et voir comment ça se passe. Tu vois, à ce niveau-là, tous les Hmm. jours à l'entraînement, c'est super enrichissant en Hmm. tant qu'athlète, mais aussi, ça m'a appris beaucoup de choses par rapport à ce que je suis aujourd'hui, parce qu'au Ok. final, je suis devenue Ouais, coach. coach. Donc, voilà. Ok. Et Hélène Parisot, parce qu'on sait qu'elle a percé dans le tard, etc. Est-ce Mm. que à l'époque, tu la voyais à ce niveau-là? Tu pensais qu'elle allait arriver à ce niveau-là, au niveau où elle est aujourd'hui? Je l'adore, Hélène, vraiment, je Ouais. l'adore, mais elle a surpris tout le monde et je suis tellement contente pour elle parce que aujourd'hui, faire ces performances-là à plus de 30 ans, Mm. c'est quand même incroyable, surtout en sprint. Je pense qu'elle a beaucoup galéré quand elle était plus jeune. Je pense que les entraînements ne lui allaient pas, ou bien
ça peut être, tu vois, parfois, l'environnement dans lequel elle est, Mhm. ça ne lui a pas permis de sortir vraiment ce potentiel à l'époque. Et je pense qu'après, elle s'est entraînée avec Elliot, Ouais, rappeur, je sais ouais, pas si c'est tu ça, ouais, connais. si, je vois qui c'est, Et ouais. depuis qu'elle est partie en Suisse, déjà avec Elliot, elle avait aussi Mhm. parfait. Depuis qu'elle est en Suisse, c'est une autre athlète, j'ai Ouais, ouais, l'impression. bah, ouais. Et ça va continuer parce que là, cet été, même cet hiver, je pense qu'elle va faire un 60 mètres et je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et Ok, elle va surprendre encore beaucoup de gens, je pense. Et ok. c'est trop bien pour elle. Bah, franchement, c'est incroyable à cet âge-là d'arriver Et à un oui, tel niveau et de continuer à progresser. Avec aussi le nombre d'athlètes, parce que l'âge, c'est c'est quelque ça, chose, mais le nombre d'athlètes aussi c'est fait ça, que, enfin, le nombre d'années où elle a fait de l'athlète c'est fait que ça. normalement, la marge de progression Oui, est moins élevée. oui, Et là, pour le coup, elle arrive à oui. progresser, etc. Oui, Donc, et elle donne l'exemple à mm, beaucoup de gens qui pensent qu'à 28 ans, à 27 ans, mm, c'est fini. Donc elle prouve que, bah non, en fait. ouais, Voilà. franchement, c'est fort. Du coup, euh, Du coup, t'as commencé à coacher au Saab Alma, il me semble, non? Oui, en fait, vu que le CREP, c'est pas un club, Ouais, j'étais licenciée au CA Balma, ok, mais je me suis pas entraînée là-bas plus que ça. C'était plus un lien qu'il y avait entre Dominique et Balma. ok, Donc je courais sous le nom de Balma, mais c'était Dominique qui m'entraînait au CREPS. ok, mais tu coachais pas là-bas. Non, j'ai dû faire quelques stages par contre. Ouais, Tu vois, en licence TAPS, on est obligé de faire des stages. mm, J'ai dû entraîner des jeunes pendant 1 an, je pense. Oui, ça doit être ça. ok, ça marche. Euh, du coup, bah, t'as commencé à coacher à Créteil. C'est ça. Ok, d'accord, ça marche. Donc, du coup, j'imagine que t'as commencé avec les catégories jeunes. Oui. Ok, et est-ce que tu peux nous dire bah, ce que t'as appris en entraînant les tout petits? Je pense que tous les coachs d'athlétisme, ils doivent commencer par les jeunes. Ok, Et c'est un peu la base de l'athlé. Euh, Moi, j'ai une approche un peu différente en coachant les jeunes, surtout les catégories, tu vois, éveil, poussant, mm, Benjamin 1, Benjamin, bon, allez, Benjamin 2. C'est que à cet âge-là, il faut vraiment, au-delà de transmettre les bases de l'athlétisme, ça c'est fondamental, c'est aussi de transmettre une passion et, et faire en sorte que tous les entraînements soient ludiques pour que les jeunes, ils continuent l'athlé. Parce qu'on sait très bien que l'athlétisme, c'est pas un des sports les plus amusants au monde et que souvent, quand on commence jeune l'athlé, bah, on s'ennuie au bout d'un moment et on arrête avant même d'avoir parfait. Donc, c'est un peu ça ce qui m'importe, c'est vraiment de transmettre la joie de s'entraîner et travailler sur des projets à long terme. Donc, ça ok. sert à rien de faire des grosses perfs en minime 2 et après en junior, il n'y a plus rien. Donc, Et est-ce que à cet âge-là, t'avais cet œil pour détecter des talents hmm. ou bien tu t'as acquéri cette capacité un peu plus tard dans ta carrière de coach? Je pense que j'ai toujours eu cet œil-là. Je ne sais Ok, pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. Je pense que c'est un peu inné de vraiment pouvoir analyser un athlète et voir vraiment ses qualités physiques, son potentiel ou pas. Après, chez les jeunes, il y a beaucoup de surprises parce que parfois les moins forts chez les jeunes, ils te font une surprise en minime cadet. C'est super drôle. Et parfois, les plus jeunes aussi, ils arrêtent ou leur corps change et a plus le même potentiel. hmm, ok, ok. Et du coup, tu passes de cadet minime et est-ce que ton approche elle a été différente quand t'es passé à un groupe adulte? Et enfin, à partir de quel moment t'es passé à un groupe adulte? C'était à Créteil ou c'était un peu plus tard? C'était vers mes dernières années à Créteil, mais c'est surtout quand j'ai vraiment eu mon groupe de sprint, c'était à l'ACBB. Ok. Et l'approche, en vrai, elle est un peu la même parce que il faut toujours transmettre la passion, il faut Hmm, toujours avoir un environnement sain, un cadre où l'athlète peut vraiment se sentir bien pour qu'il puisse après faire de la performance. Mais au-delà de l'aspect technique, physique qui change, bien sûr.
C'est pas Ok. évident d'entraîner des sprinters. Après, j'ai eu un peu de chance aussi, c'est que quand j'ai débuté, je n'avais pas des athlètes de très, très, très haut niveau. Mm. Donc, c'était un peu fluide. Ok, ouais. Ouais, je vois, t'avais entre guillemets un peu moins de pression sur les épaules. Voilà, oui. Ok. Et j'ai pu apprendre en même temps qu'entraîner. De toute façon, on apprend toujours, tous les jours. Même après 10 ans, 20 ans de carrière, on apprendra toujours, on Mm. changera nos méthodes 1000 fois, on va s'adapter au groupe qu'on a en face. Ok. Et du coup, bah, t'étais aussi à Créteil, il y avait Giscard Samba, qui Mm. aujourd'hui, qui a un gros groupe là d'entraînement de hurdlers. Et ça t'a appris beaucoup à ses côtés, parce que t'étais Mm. son athlète, c'est ça? C'est ça. En fait, pareil, pareil qu'avec Dominique, on avait, parce que aussi j'avais pas le niveau de m'entraîner avec Giscard Samba, honnêtement, et en plus je ne faisais pas de haies. Je ne suis pas une hurdleuse, Mm. alors que Giscard, il entraîne quasi que des hurdlers dans son Ouais. groupe. Donc on avait fait un petit deal en mode, vu que j'entraîne les soirs, bah, je ne peux pas m'entraîner avec le groupe du club. Et il m'avait offert l'opportunité, entre guillemets, de m'entraîner avec son groupe la journée pour que je puisse entraîner le soir. Ok. Et pareil, avec Giscard, j'ai beaucoup appris. Il a des athlètes de très haut niveau, donc l'approche, elle est différente de ce qu'on voit en club, alors qu'il n'est pas dans un pôle. Il entraîne vraiment au club de Mm. Créteil. Et c'était aussi une expérience très, très enrichissante parce que je m'entraînais aussi avec. À l'époque, il y avait Aurel Manga. Ouais. Dimitri Basco, je crois, non? Non, moi, je suis Non, t'es arrivée pas là. après, je pense, oui. Il y avait Stéphane Yato. Ok. Il s'est entraîné un moment. Jeffrey John. Ok. Ah ouais, gros Euh, groupe, hein. oui, il y avait. J'étais la seule fille, c'était drôle. Ok. En plus, t'es Mais la seule fille avec des athlètes de ce niveau. C'était oui, pas trop dur, les entraînements? c'était très dur. Mais je me suis habituée. Ils étaient très. Bah, pareil, j'ai jamais senti. Je suis sûre qu'ils savent que j'ai pas leur niveau, mais j'ai jamais senti qu'il y a tellement un écart parce qu'ils ont Mm. un côté humain aussi incroyable. On est allé en stage à Dubaï aussi. Ok. Donc, oui, c'était. On a vraiment vraiment un lien de famille. Mm. Je sais pas si tu vois, c'était trop bien. Ouais. Ok. Bah, du coup, avec Dominique, qui avait cette approche un peu plus coach, athlète, Mm, etc., et Giscard Samba, qui est plus un préparateur physique, parce qu'il vient de la préparation aussi, oui. physique, c'était complémentaire, entre guillemets, ta formation. Je pense que, je le dirai toujours, je pense que j'ai beaucoup plus appris avec ces deux coachs-là qu'avec toutes mes licences, master, formations que j'ai faites dans toute ma vie. Et vraiment. Ok. C'est parce que quand tu vois vraiment ce qui se passe sur le terrain, c'est pas comme quand tu lis des études scientifiques de blabla blabla. C'est pas la même chose. Mm. Quand tu vis vraiment un quotidien d'un coach de tel niveau, c'est pas la même chose quand tu lis des bouquins. Ok, bah franchement, bah en vrai, enfin il y a pas mieux que C'est ça. l'expérience terrain, hein, comme tu le dis, parce que la théorie c'est bien, mais à un Oui, moment il faut pratiquer pour que ça rentre et pour exactement. acquérir des compétences. Euh, Est-ce que lors de tes premières années avec des groupes plus âgés, est-ce que tu as ressenti le fait que tu étais une femme jeune et coach au sein du groupe, au niveau, entre guillemets, de tout ce qui est autorité, etc. Je pense que c'est la question qu'on me pose le plus. Et oui, je vais pas mentir et dire que qu'il n'y a pas des difficultés à entraîner, surtout des sprinteurs, je pense, Mm. en tant que femme. Surtout que moi, j'ai le combo parfait. Je suis jeune, je n'ai jamais été athlète de haut niveau, je n'ai jamais entraîné d'athlète de haut niveau. En plus, je suis une femme. En plus, petit plus, je suis libanaise. Tu vois, donc en plus, je mesure 1,60 m. Donc, Il y a beaucoup de et- plus quand même, hein. voilà. Donc, mes athlètes, ils ont eu le tout. Et c'est sûr qu'au début, il y avait un petit jugement, c'est normal. On s'attend pas à me voir, moi, en tant que coach de sprint, c'est normal. Je ressemble pas à mes collègues des autres clubs. Euh, C'est normal maintenant. Il faut accepter cela et je l'ai accepté et je l'assume. Et il faut savoir vraiment gagner la confiance des athlètes. Ok. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est que au final, l'athlète, il va plus me voir en tant que tous ces trucs-là, et il va Mm. voir que bah, cette personne, comme n'importe quel coach,
va me permettre d'arriver à atteindre mes objectifs. Ok. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Et cette confiance, entre guillemets, tu la gagnes comment? En fonction des résultats de l'athlète? Par exemple, s'il voit qu'il y a de la progression, il va commencer à un peu plus te respecter, ou c'est vraiment à l'entraînement et qu'il commence justement à se dire, ah ouais, en vrai, elle sait de quoi elle parle. Je pense qu'on a de la chance de faire un sport qui est mesuré. Ouais, franchement, ouais, ça Vraiment, c'est ça veut cool. dire qu'au final, après une compétition, il y a un chrono, il y a des chiffres, il y a des nombres, et ça prouve vraiment s'il y a eu une progression ou pas. Donc au début, c'est sûr que peut-être on va me mettre en question, on va se dire oui, mais est-ce qu'elle sait de quoi elle parle, nanana. Mais à la fin de la saison, quand j'ai 20 personnes dans mon groupe et que tout le monde a progressé, ils vont se regarder entre eux, ils vont dire mais toi t'as progressé, moi aussi, l'année d'après Ouais. aussi. Et au final, bah, ça veut dire que ça fonctionne. Mm. Ça veut dire que être une femme d'1,60 m, au final, ça veut rien dire. Mm. Et je pense que c'est juste le début qui est dur, mais une fois qu'ils ont eu confiance, c'est bon. Bah, de toute façon, les hommes mentent, mais pas les chiffres, hein. Voilà, Voilà, c'est exactement. ça. En plus, bah, la coach de Van Niekerk, je sais pas si tu vois qui c'est Oui, une vieille mamie oui, et je tout. l'adore. Je pense que c'est mon idole. Ouais, quand tu la vois, tu dis c'est elle qui va me coacher et Mais tout. oui, c'est Mais sûr. ouais, et pourtant, elle a amené Van Niekerk. Bah, je sais pas si c'est Bah elle qui voilà. a amené Van Si, Niekerk à si, ses je pense aussi. 43,03. Bah, ça montre que enfin, Bah, franchement, ça montre que ça ouais, fonctionne. ouais, c'est ça, il faut pas se fier aux apparences, en tout Après, cas. les gens, ils adorent juger de toute façon, donc Mm. Ouais, c'est bah, pas grave. ouais, bah, de toute façon, c'est comme ça. Et pour toi, quelle est la mission principale d'un coach? Bonne question. Je pense qu'au-delà du fait d'apprendre tout ce qui est technique, de développer les qualités physiques, tout ça, je pense que un des rôles de l'entraîneur, c'est de créer un cadre et un environnement où l'athlète peut, encore une fois, exprimer vraiment son potentiel. Ok. Et que ce soit en termes de relations entre athlète-coach ou même entre les athlètes entre eux-mêmes, c'est vraiment que l'athlète arrive à l'entraînement content et part content. Même s'il y a Ok. eu des difficultés, même si c'est la pire séance au monde. Et, euh, et ça, c'est à l'entraîneur de le faire. Ok. C'est content, ça veut dire satisfait de la séance ou bien. C'est qu'il soit épanoui, Mm, c'est qu'il soit toujours en train de pratiquer sa passion au mm, final, parce que ça reste un jeu, mm, l'athlétisme, que ce soit ouais, l'athlé ou le foot. Ça reste un sport, ça reste mm, une passion. Et de vraiment garder cette étincelle de j'aime bien ce que je fais ok. et je suis content de m'entraîner, je suis content d'aller en Mm, compétition et qu'il n'y a pas un environnement malsain tous ok. les jours. Ok, très bien. Euh, et qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir justement dans ce rôle de coach? Et je pense que de les voir épanouis, après moi je suis une passionnée de mon métier, vraiment. Oui. Pire que ça, il n'y a pas. Je pense que les voir passionnés, les voir progresser, les voir heureux. Tu vois, parfois, l'athlétisme peut changer des vies. Mm, oui, bien Parfois, sûr. il y a des athlètes qui, dans leur vie, ça va pas trop. Et de voir que grâce à l'athlétisme, grâce bah, au groupe, euh, ils se sentent mieux, ça, c'est une des meilleures récompenses qu'on peut avoir en tant que coach. Bah ouais, bah, enfin, toi, je sais pas si tu le ressens, mais moi, par exemple, quand ça va un peu mal et tout, à Voilà. l'extérieur, et que je vais sur la piste, et que je repars, bah, mon moral, il change, Mais oui, mais instinctivement. oui. Mais c'est triste parce que ça n'arrive pas toujours comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, au final, arrivent à un stade où bah, l'athlétisme, ça devient une grosse pression. Ils ont beaucoup de pression de la part du coach. L'environnement, il est pas sain. Mm. Ils ont des athlètes avec eux, avec qui ils s'entendent pas bien. La pression de parfait, tu vois. Donc, ça reste une chance aussi de se sentir mieux Mm. grâce à l'athlétisme. Ouais, bien sûr. Bah, en vrai, toute cette pression-là, Mm. en vrai, c'est ce qui, bon, pour moi, c'est ce qui te bride dans la C'est performance. ça. Quand t'es comme ça, quand tu te sens pas bien dans ton groupe d'entraînement, quand tu te mets toujours la pression aux Mm. compétitions, etc., ben, tu vas pas parfait et derrière, ça va être Exactement. un cercle vicieux. Exactement. Et, comment tu fais pour gérer, justement, ben, en parlant de tout ça, là, comment tu fais pour gérer les personnalités, les égos de ton groupe? C'est vrai que
les athlètes ne se ressemblent pas. Il Mhm. y a de tout dans un groupe, surtout dans un groupe de sprinteurs. C'est des vrais caractères souvent. Vous êtes quelque chose. Et je pense qu'il faut accepter que tout le monde ne fonctionne pas pareil, que chacun a sa personnalité, que il y a des gens, ils ont plus besoin de prouver que d'autres. Il y en a qui aiment bien se sentir supérieurs. Il y en a d'autres qui sont plus voilà, sur les côtés. Et, et c'est là où, une fois qu'on a compris que les personnalités ne sont pas pareilles, c'est là où vraiment on arrive en tant qu'entraîneur à se comporter différemment avec chacun d'entre eux. Parce qu'ils n'ont Ok. pas tous besoin de la même chose. Parfois, ils ont besoin de communiquer plus que d'autres. Parfois, il faut être plus à l'écoute. Parfois, il faut accepter le stop, Mhm. parce qu'il y a des limites aussi. Donc, l'athlétisme, c'est pas que courir au Ouais, final. bien sûr. C'est vraiment gérer des êtres humains. Mhm. Et quand on gère Ouais. des êtres humains, c'est chacun Mhm. sa personnalité. Ouais, bah, de toute façon, bah, je vois un peu sur les réseaux sociaux et tout, comment tu te comportes avec tes athlètes. J'ai l'impression que c'est un peu une famille, un Vraiment. peu une colonie de vacances et tout. Colonie de vacances. Alors non, ce n'est pas une colonie de vacances. Mais par contre, oui, j'ai de la chance Mhm. et ça, je leur dis tous les jours. Je les remercierai jamais assez d'être là. Parce que eux, ils nous remercient tout le temps, mais au final, c'est les athlètes qui nous rendent épanouis aussi. Mhm. Parce que ça va dans les deux sens. Si moi, je sens que dans mon groupe, il y a que des gens qui râlent, il y a que des gens qui sont jamais là, il y a que des gens qui sont jamais contents, bah, au final, moi aussi, je vais être dégoûtée. Mhm. Donc, on a de la chance d'avoir, d'être- que moi, je sois là pour eux et que eux, ils soient là pour moi et que vraiment, on est une vraie famille, on rigole tout le temps. Il y a rarement des problèmes, voire jamais. Et ça fait que, oui, on est vraiment une Ok. famille. C'est trop cool. Ouais, vous J'ai êtes trop de la soudés. chance. On est trop Franchement, c'est soudés. cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler, là, on va un peu revenir sur ta transition Toulouse-Créteil. Est-ce que tu peux nous parler de parce que la dernière fois, on avait reçu un autre coach, Athlé 91 de Sceaux, qui avait fait Nantes-Paris. Et Ah, là, toi, tu as fait Toulouse, Paris, du coup, région parisienne. Et est-ce que tu peux nous parler de la différence entre la province, l'athlé en province et l'athlé justement dans des hmm. grosses villes comme Créteil, etc. Bon, vraiment, vraiment le bassin parisien. Je pense que ce qui m'a choqué le plus, c'est le niveau. Il y a tellement plus de densité ici qu'en Occitanie. Parce que moi, je sais que j'ai déjà gagné des podiums départementales, régionales, alors que je courais en 12,80, Hmm. 12,70. Et ici, t'es même pas qualifié en finale en 12,70. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui m'a un peu plus perturbée, entre guillemets, mais au final, c'est cool. Et je pourrais pas parler trop des structures, parce que c'est vrai que ici, les structures, elles sont meilleures Ok. et qu'il y a plus d'opportunités. Mais vu que j'étais à Balma, qui est quand même un très gros club, Hmm. j'ai pas vraiment senti Ouais. un gros choc niveau structure. C'est ça, en plus, t'étais au Krebs, C'est donc... ça. J'ai- mon avis n'est pas très Ok. objectif, tu Ok, vois. mais du coup, au niveau de la densité des athlètes, etc., Ah oui, t'as ça vu... c'est fou. Et au niveau des athlètes qui vont au championnat de France, par exemple, Je pense que, je sais pas si je dis une bêtise, mais la majorité des athlètes en France, ils viennent d'Île-de-France, non? ouais, je pense, Il y en ouais. a Ouais, beaucoup. ouais, il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup d'Île-de-France. Je crois que ça joue entre l'Île-de-France et la Bretagne, hein. Oui, Ouais, je pense que c'est peut-être, ça, oui. hein. Je pense En tout que... cas, il y en a beaucoup. Hmm. Aujourd'hui, les finales des LIFA, parfois, ça perf. Ah ouais, ben là, enfin, demain, du coup, au l'IFA, j'ai vu, il y a Pablo Oui, qui s'est et engagé. juste, Ouais, il y a Juste qui s'est engagé sur ça c'est à la 60. Giscard. Ouais, vraiment, Giscard, il a mis tous ses athlètes. J'ai vu. Ils veulent rien laisser aux autres. En plus, sur 60, juste, c'est pas très gentil, hein, il va prendre la place de sprinter, ils vont être dégoûtés. Ouais. Mais il y a du monde. Ah ouais, ouais, il y a du monde. Bah, j'ai vu, il y a Ludwig Vaillant aussi.
sur Ah 60. oui. Mais même hier au championnat de France universitaire, Ouais, ah, trois c'est chaud, grosses hein. perfs, je pense, Ouais. en dessous des 6,80, je Ouais, bah, il y pense. avait Gaël Dolomini qui avait fait 6,68. Ouais. Un autre s'appelle Romain, Oui, je sais plus c'est quoi son oui, nom de oui, je famille. vois. Lui aussi, il avait fait une grosse 76 perf, peut-être. ouais. Ouais, franchement, c'était. Et sur 200, bah, il y avait Hugo Serrel a fait 21,18. Ah Et oui. Ogando, il avait gagné, mais bon, lui, c'était un invité, il avait fait 20,69. En salle? Ouais, en salle, 20,69. Un invité, un sprinter, je crois qu'il est dominicain, je crois. Ah oui. Ouais, ouais. Il a 20 dû courir tout seul. Ouais, bah ouais, il était tout seul, du coup, ouais. Oui. Ouais, 20,69. Le deuxième, il fait 21,18. En janvier. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Après, sur 200 extérieur, il vaut 19,80. Et il s'est amusé à faire les... Ouais, bah, j'ai l'impression qu'il fait un peu une tournée en France Ok. parce qu'il avait fait Excuse-nous, monsieur. Excuse-nous. le meeting de Nantes, je crois, un truc comme ça. Ah Ouais, oui. sur 60, ouais. Ok. Ouais, bah, on va en parler, mais là où Yanis David, elle a Oui. fait sa perf. Mais de toute façon, on va en parler. Ok, du coup, donc, euh, donc du coup, t'as été coaché par Dominique Hernandez, puis Giscard Samba. Et derrière, t'as continué l'athlète, du coup, tu t'entraînes en autodidacte, c'est ça? C'est ça. Si on appelle ça s'entraîner, je sais pas. En Ok, vrai, après Giscard, euh, je pense que la première année où j'ai eu mon groupe, j'étais responsable de mon groupe, je pense que j'ai un peu abandonné ma petite carrière d'athlète ok, parce que j'arrivais pas à faire les deux. ok. Et, euh, et j'avais plus de coach et c'était compliqué. Mhm. Donc je me suis dit, je vais m'entraîner un peu de temps en temps pour le plaisir. J'ai battu mes records toutes les années jusqu'à là Ah cette ouais? saison. Je sais pas comment j'ai fait, mais je fais que battre mes records. Donc je me dis, Mhm. bon, je fais des compétitions par-ci par-là histoire de courir avec mes filles, c'est rigolo. Ok, Mais sinon, j'ai un peu abandonné ma carrière d'athlète. Au bout d'un moment, il fallait choisir. ouais. Je sais qu'il y a des athlètes coachs qui font les deux et Mhm. qui réussissent les deux. Ouais. Tant mieux pour eux. Je suis très contente, Mhm. mais moi, j'arrivais pas à, à vraiment. C'est très compliqué d'arriver à une compétition, de s'échauffer Ouais. et de regarder tes athlètes s'échauffer en Ouais, même ouais. temps. Au bout d'un moment, tu rates une des deux missions, Ouais, c'est ouais, sûr. franchement, ouais. Donc, je me suis dit, bah, je préfère me consacrer pour eux, m'investir un peu plus pour eux et mettre un peu de côté ma petite carrière d'athlète. Ok. Et je regrette pas du tout. Aujourd'hui, si je fais, imaginons, 7,80 sur 60, je vais Ouais. être super contente. Mhm. Mais je pense que si mon athlète, elle fait 7,90, je serai encore plus contente, tu vois. Ok. La satisfaction, elle est beaucoup plus par rapport à eux que par rapport à moi. Moi, c'est bon. Ok. Mais du coup, quand il y a une contre-perf d'un de tes athlètes, est-ce que tu le vis mal, vraiment mal, au point de se mettre à sa place? Ou bien, enfin, Je comment vis tu le vis? rarement mal. Ouais. Vraiment, je vis moins bien les blessures Ok. parce que je sais que ça va arriver Mhm. et que ça arrive à tout le monde et je vais gérer après, c'est pas grave. Mhm. Mais c'est plus pour l'athlète, c'est d'enchaîner des blessures. Ouais. C'est compliqué aussi en tant que coach, Mhm. parce que on dit souvent, bah, l'athlète, le pauvre, il fait que se blesser, il n'arrive pas à enchaîner des saisons. Oui, mais pour le coach aussi, c'est compliqué. Donc, je vis plutôt ça mal. Après, pour être honnête, j'ai jamais eu encore des athlètes, tu vois, qui ont stagné à un moment donné. Vu Ok. que ça fait 5 ans que je les entraîne, ils progressent depuis. Ok. Donc peut-être que dans 2 ans, je vais te dire oui, mais là, je vis un peu mal que mon athlète, il progresse plus. Mhm. Mais pour le moment, j'ai pas encore Ok. vécu tout ça. Bon, franchement, tant mieux, hein. Tant mieux si ça marche. Euh, et du coup, ben, est-ce que tu utilises des outils spécifiques pour évaluer tes athlètes, avoir des feedbacks, etc. Genre, dans ton métier de coach, est-ce qu'il y a enfin, il y a des outils que tu utilises qui sont peu communs, mais que tu utilises pour récolter de la data, en gros? J'ai un vrai souci avec ça. Ok. Tout ce qui est technologie, là, les 50 000 appareils qui viennent de sortir, qui font les buzz sur les réseaux, Mhm. d'accord, c'est bien. Mais ça me dérange un peu
dans le sens où j'entraîne pas dans un pôle. Ok. Je suis ni à l'INSEP ni au CREPS. Et avoir autant de données pour des athlètes qui parfois n'arrivent pas à enchaîner 5 cloche-pieds d'affilée propres, Ouais. ça me dérange. Ouais, En bah, fait, faut arrêter de ouais. faire les stars sur les réseaux à jouer aux techniciens Hmm. avec plein de données. Si vraiment tu as autant de données pour un athlète qui, ok, en effet, il joue une place mondiale, d'accord. Hmm. Mais en tout cas, à mon niveau, à l'échelle de mon groupe, je ne vois pas l'intérêt. J'ai tellement d'autres choses à leur Hmm. apprendre. J'ai pas encore besoin d'avoir vraiment le profil force-vitesse au millième près. Ok. Ça m'intéresse pas. Par contre, ce que j'utilise le plus souvent, tu vois, c'est les tests basiques, c'est les tests de force, les tests de puissance. Vraiment avec un décamètre, ils sautent dans le sable, je collecte, je vois s'ils ont progressé au fur des saisons, au fur des cycles. Et un peu, tu vois, tout ce qui est RPE, tout ce qui est santé mentale, s'ils se sentent bien, motivation, tout ça, oui. Mais Ok. sinon, Et comment tu fais je pour joue pas. mesurer tout ça, RPE? En fait, il y a un questionnaire. Ok. Je pourrais te l'envoyer si tu veux. C'est un questionnaire. Je fais pas ça avec tout le monde, peut-être avec 2 de mes athlètes, Hmm. 3, où ils remplissent une fois par semaine. Tu vois comment ils ont vécu la semaine. Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'il y a des éléments dans leur vie extérieure qui leur a un peu perturbé, tu vois? Est-ce qu'ils ressentent une fatigue générale, mentale, quoi que ce soit? Et après, ça fait des petites moyennes. C'est un fichier Excel, c'est trop facile à utiliser. Ça fait des Ok. petites moyennes et tu vois vraiment, euh, entre guillemets, parce qu'on peut pas prévenir les blessures, mais quand est-ce que ça devient fatigant et Ok. qu'il faut vraiment adapter l'entraînement. Ok. Ok. Et, et aussi tout ce qui est communication. Je pense que c'est Hmm. le meilleur outil à avoir, c'est parler avec l'athlète et l'écouter, lui poser des questions, prendre les données. Et ça, c'est les meilleures données que je peux avoir. Ok. Ok, d'accord. Donc, si je résume, en gros, tu préfères optimiser au niveau des bases, enfin, Hmm. travailler sur les bases, etc., au lieu de d'aller chercher, pousser trop loin. Oui, Ok. pour le moment. Ouais, pour le Après, moment. Ouais, si ouais. jamais j'ai les meilleurs d'Europe qui viennent s'entraîner avec moi, c'est sûr qu'au bout d'un moment, je vais devoir adapter mes méthodes. Ouais. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Ok. Bah, du coup, tu te formes un peu sur ce Oui. genre de choses, Après, il etc. faut bien se former, je dis pas le Hmm. contraire, je crache pas dessus. C'est des outils très intéressants et ça n'a pas été créé comme ça par hasard, Hmm. c'est super intéressant. Maintenant, il faut savoir quand est-ce que c'est essentiel et primordial et urgent et quand est-ce que c'est juste un plus. Maintenant, si je l'ai au club, c'est sûr que je vais les utiliser de Ah oui, temps en bien temps. sûr. Mais de là à aller investir dans un truc qui n'est pas primordial, ça vaut pas le coup. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que du coup, bah, t'as un peu répondu à ma question, mais quand même, je vais te la poser. Est-ce que tu te considères, du coup, comme une coach traditionnelle, plutôt qu'une coach, entre guillemets, enfin, qui s'appuie sur une formation initiale de base, plutôt qu'une coach, entre guillemets, on va dire, moderne? Je Je sais sais pas pas si c'est le si, terme, oui, précis, mais... oui, je sais pas si je suis moderne parce que parfois je te sors des trucs à l'entraînement, on dirait une vieille dame qui entraîne, mais je suis pas non plus traditionnelle. C'est Ok. que j'applique pas tout ce que j'ai appris non plus. Hmm. J'ai un peu une méthode vraiment spécifique, individuelle à moi. Je pense qu'il y a que moi qui fais ça. Ok. Et c'est aussi parce que j'ai eu plusieurs backgrounds, si tu veux. J'ai eu, bien sûr, ma formation initiale, mais je me suis entraînée avec des coachs Ouais. différents au final, qui m'ont appris des choses différentes. Et après, moi, j'ai une grosse qualité, je pense que c'est la seule que j'ai, c'est le fait de m'adapter aux gens que j'ai en face. Ok. Donc, je pense que j'ai tout créé toute seule, j'ai inventé ma méthode qui fonctionne pour ce groupe spécifiquement, tu vois. Ok. Ok, très bien. Et, et du coup, bah, on va parler un peu de l'ouverture vers d'autres sports. Du coup, tu as été préparatrice physique bah, dans l'équipe féminine de rugby du Liban. Et est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Oui, alors à l'époque, je pense que les filles, elles préparaient les Je crois que j'ai championnats. vu Word, je crois.
Les World Cup, je championnats, crois. les qualifs pour les mondes, je Ouais. pense, c'était ça. Hmm. Et j'avais suivi les filles. Après, dommage, c'était à distance parce que j'étais plus au Ah, Liban. ok. Mais c'était aussi une expérience enrichissante parce que les filles, elles étaient différentes. Tu vois, au rugby, il y a des postes, chaque fille a besoin d'un programme spécifique. C'est pas comme les sprinters où c'est Hmm. un peu méthodique. Et voilà. Après, j'ai été préparatrice physique aussi au Stade Français, Ok. chez Ah, ok. le centre de formation des Ok. garçons, à la CBB Rugby aussi. Ok. Quoi encore? Je pense que c'est ça. J'ai fait un peu des clubs de rugby, mais au final, je me suis concentrée un peu plus pour le moment. Je vais peut-être reprendre bientôt ou un jour. Je me suis plus concentrée sur un peu la casquette coach d'athlète, Ok. surtout par rapport au temps. Hmm. Parce qu'au final, vraiment, déjà qu'on n'a pas de vie en tant que Ouais. coach d'athlète, samedi, dimanche, compétition, Ouais, après, et en semaine de plus, la travail. semaine, on s'entraîne Ouais. tard. Donc, je préfère me consacrer pour le moment sur mes athlètes, sur mon groupe. Et voilà. Ok. Mais du coup, tu préparais l'équipe féminine à distance. Mais comment tu faisais? Enfin, qu'est-ce que tu mettais en C'était, place? oui, en fait, je m'occupais un peu du tout ce qui est prépa physique en termes de muscu. Hmm. Donc, ils avaient, je sais plus, c'était 3 séances de musculation par semaine. Ok. Donc, j'envoyais le programme, c'était individualisé. Il y a des filles qui étaient un peu blessées, donc je gérais tout ça. Et tout ce qui est, parce qu'il faut savoir qu'au rugby, c'est pas que être fort, c'est aussi être endurant et Hmm. être rapide. Ouais. Donc, c'est cool d'être prépa physique parce que tu touches un peu à tout. Ok. Et du coup, j'envoyais les programmes et je sais plus ce qu'elles avaient fait à l'époque. Voilà, donc je gérais un peu ça à distance. Et c'est après où j'ai vraiment entraîné sur place le Stade Français et la CBB, où c'était vraiment des séances 2 ou 3 fois par semaine, où je faisais tout ce qui est terrain et tout ce qui est musculation. Ok. Et bah, aussi, on peut faire un petit parallèle avec l'athlé. Il y a des postes où justement, les rugbyman sont très rapides. C'est les arrières trois quarts, il me semble. Les 3 quarts, oui, Ouais, les trois ailiers. quarts. Les ailiers, ouais. Ouais, j'ai dit arrière, mais ailier. Oui, c'est ça. Ouais, c'est les deux, je crois, non? Je sais pas, bon, bref, c'est pas Oui, grave. c'est ça. Les deux. Et du coup, bah là, j'avais vu une vidéo aussi, Christophe Lemaitre qui avait fait une course Mais non. contre un Français. Comment il s'appelle encore? Je crois que c'est le rugbyman le plus rapide du monde en plus. Mais Christophe Lemaitre maintenant, aujourd'hui, ou Christophe Non, Lemaitre non, avant? Christophe Lemaitre d'aujourd'hui, celui qui s'entraîne pas. C'est Ouais, méchant il de a fait dire une ça. course contre un rugbyman et c'était Louis Biarré. Je connais pas. Et Qui a gagné? c'est Louis Bielbarré. Attends, je vais te montrer Ah la bon? vidéo. Ouais, je vais te montrer la vidéo maintenant. C'est vrai, il a gagné? Ouais, Stop mettre contre Bielbiarré, le duel est entendu, a enfin rendu son verdict. Pour rappel, on regarde ça tout de suite. Affronter l'ailier voilà. du 15 de France sur une distance de 60 mètres, on regarde ça tout de suite. Ouais, j'y crois pas trop. Bielbarré fait la différence dès les 5 premières foulées grâce Oui, à la d'accord. robustesse de ses jambes. Il va ensuite monter jusqu'à 38 km/h et atteindre sa vitesse maximale enregistrée. Au même âge, Christophe Lemaitre s'approchait lui des 44 km/h. T'en penses quoi? Bah, du coup, pour moi, Christophe Lemaitre, bah, comme il a dit, il a pas sprinté depuis 1 an. Mais oui. Et en plus, le truc, c'est que vers la fin de sa carrière, il avoisinait entre 10,80 et 10,90, tu vois. Et le fait qu'il s'entraîne plus, Mais je oui. pense qu'aujourd'hui, il doit peut-être être peut-être en 11,50, je sais pas, un truc comme ça. Je sais pas, un truc comme ça, peut-être 11,50, Ouais, mais ils 11,60. sont malins, eux. Il Ouais, fallait faire la course quand Christophe Lemaitre ouais, était à son niveau. ouais, Parce ouais, que bien là, sûr. c'est pas très, Ouais, bien sûr. pas très gentil de faire ça. Ouais, c'est pas représentatif. Mais C'est pas oui, mais ça se fait représentatif. vraiment pas. Bah ouais, c'est ça. Et ça décrédibilise un peu l'athlé aussi, hein, Mais je oui, trouve. mais oui, il faut arrêter de dire que les footballeurs, ils sont plus rapides que les Ouais, sprinteurs, que maintenant on bat un des meilleurs Français qu'on a eu de l'histoire de la France. mm,
Ouais. Après, Louis Bielbarré a Oui, il été est humble. rapide. Ouais, non, mais il a été humble. Il a Ah. dit, ouais, en vrai, ça faisait longtemps Oui, il que, était humble, il fallait ouais, pas le faire, ouais, oui. c'est ça. C'est trop tard de parler Ouais, après. bah ouais, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Bah oui, c'est pas le Christophe. Tu vois, tu t'aurais mis Pablo, tu vois, à côté, Bah vas-y, Louis il faut mettre Bielbarré, Pablo. il aurait, Faut... il aurait Je pense qu'il faut fini mettre n'importe dans le rétro. quel garçon, Ouais, quel homme en 10-30, ouais, 10-40, même en même 10-50, ouais, même et dix même quatre-vingts. 10-60. Oui, Ouais, même 10-80, tu mets mais n'importe jamais quel on le mec. bat, hein. Oui. Ouais, ouais. Et 38 km/h, t'en penses quoi? Parce que mon coach, pour lui, il trouvait que c'était... Enfin, il trouvait que 38 km/h, en tout cas, pour lui, Louis Bielbarré, il valait pas ça et que c'était des données comme ça pris à l'arrache. Parce que 38 km/h, ça envoie, en vrai. Ça Après, envoie, hein. je peux pas faire le calcul par rapport à la Ouais. vidéo, mais souvent, tu vois, les footballeurs qui vont s'amuser à mettre des données comme ça, Mm. oui, mais t'as atteint 38 km/h, mais pendant combien de mètres? C'est ça. Vas-y. C'est ça, c'est ça. Souvent sur Souvent, 100 c'est mètres. vraiment un pic de vitesse qui dure, si je suis gentil, vraiment 4 mètres, 5 mètres. Ouais. Et après, ça redescend. Ouais, bien sûr. C'est des... Après, les rugbymen, c'est des gens qui sont très, très puissants. Mm. Et il suffit qu'il y en a un qui sait courir propre, et bah, c'est bon, ça avance. Ouais. Mais de là à dire qu'il est plus rapide que Christophe Lemaître, Ouais, non, c'est abusé. c'est culotté. C'est abusé, bah ouais, ils ont pris un Christophe Lemaitre qui s'entraîne plus, qui fait rien. Ça se trouve, Mais oui, il est arrivé, il s'est même pas échauffé, il a fait la course comme mais ça. oui, non, C'était, c'est ouais. bizarre. Ouais, voilà, bon. Bah après, c'est Canal, hein. Ah bah aussi. Ok. Du coup, par rapport à ça, bah, on va continuer là-dessus. Est-ce que t'as vu des rugbyman qui avaient des grosses qualités de vitesse, et que t'as récupéré pour les amener à l'athlé ou pas? Je pense que oui, mais par contre, ceux qui ont des vraies qualités de vitesse, c'est des gens très forts au rugby aussi. Ouais. Donc, eux, ils sont pas récupérables. Ah Et ouais. c'est très compliqué de sortir un joueur, que ce soit du foot ou du rugby, à l'athlé. Mm. On va me dire, oui, mais ok, je vais gagner un 100 mètres, je vais gagner les France, mais au final, je gagne quoi d'autre, Ah ouais, bien tu sûr, vois? ouais. Ouais, Donc, ouais. ça, c'est un peu notre malheur, c'est qu'on n'est pas un sport médiatisé qui rapporte un truc à l'athlète, et que les athlètes qui sont forts physiquement et rapides et même endurants, ils font d'autres sports. Ok. Et c'est compréhensible. Ben oui, c'est ça. Bah, il y a plus d'argent au Bah oui, foot, au rugby, mais oui, qu'en athlée, oui, malheureusement. oui, Même aux États-Unis, les joueurs de football américain, il y en a plein mais oui. qui perforent en athlée quand ils étaient jeunes, mais ils ont choisi le football Mais américain. après, ils ont raison. Ouais, bah oui, il y a plus d'argent. En vrai, ils ont raison. Donc, du coup, on va continuer sur la préparation physique. Et tu es aussi préparatrice physique de Yanis David, qui a récemment fait un 7,47 sur Mm. 60 mètres à Nantes, qui a été aussi championne du monde junior, championne olympique de la jeunesse, etc. Et comment elle s'est construite cette collaboration, sachant qu'elle a un head coach, un coach principal avec qui elle s'entraîne. Mm. En fait, Yanis, elle était aux États-Unis Hmm. pendant très longtemps. Et une fois qu'elle a déménagé en France, elle était à Amiens, je pense, à la Ok, base, je sais plus. Euh, Elle a rencontré, je pense, il y a longtemps, son coach principal, c'est Joris. ok. Et ils ont tous les deux décidé de s'installer en région parisienne, où elle est licenciée aussi à Montreuil. Hmm. Et elle avait besoin d'un prépa physique. Tu vois, aux États-Unis, il y a plus la mode d'avoir un entraîneur principal qui Hmm. s'occupe de tout ce qui est technique, de saut, de vitesse et compagnie, et un préparateur physique. Nous, on n'a pas beaucoup Ouais, ça en ouais. France. Généralement, En ils ont la double général, oui. casquette, ouais. En général, le Hmm. coach d'athlète, c'est lui qui s'occupe de la Ouais. musculation, de tout ce qui est force, puissance, voilà. Et elle voulait un peu garder ce qu'elle avait aux États-Unis, donc elle avait demandé à avoir un prépa physique en collaboration avec Joris. Comment ça s'est passé? Je pense que, si je dis pas de bêtises, ils ont demandé par-ci par-là, je pense que Yanis a dû me voir sur les réseaux, mais par contre, elle a demandé à son coach principal des États-Unis qu'est-ce qu'il en pensait de moi, euh, aussi à des coachs qu'elle connaissait ici, et on m'a recommandé, et merci. Ok.
Et voilà. Du coup, son coach, c'était Mike Holloway. Oui, Ok. Et du je coup, pense que c'est lui. ouais, c'est lui de Gainesville, Hmm, Florida Gators. Bah, le coach aussi de Grant Holloway aussi. possible, oui. Ouais, c'est lui. Bah, du coup, c'est lui qui a regardé vraiment ce que tu faisais, Oui, etc. Il te connaissait elle m'a de... raconté. Non, je le connais Ok. pas. Je pense qu'il me suit sur Instagram. Ok. Et voilà, je pense qu'il a dû regarder mes vidéos. Il a dit, bah, it makes sense. Il a dit, bah, elle fait pas trop de bêtises. Et Ok. après, tu vois, un regard d'un coach sur mon contenu ou sur n'importe quel contenu est différent que le regard d'athlète. Donc lui, il est capable de vraiment savoir ça sert à quoi, ça sert à ça. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que l'exercice a du sens? Tu vois, et je pense qu'il a dû regarder. Il a dit, bah, elle a l'air bien. Ok. Et Joris m'a appelé et j'ai dit, ok. Ok. Bah, ok. Bah, et aussi, mais Yanis David, j'ai vu comme quoi elle repart aux États-Unis, c'est ça? Non, 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 je sais. Oui, je vois de quoi tu parles. Ouais. Mais je pense qu'il y a une autre Yanis David sur. Je vois de quoi tu parles, du poste sur Ah! les athlètes français. Ouais. Non, 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 elle part nulle part. Ok, mais Ouais, non, ok, non, non. c'était une autre, ok. Attendez, j'ai pas fini ce que j'ai commencé. Elle part pas, non. Ok. Sauf si. Là, j'ai envie de l'appeler. Sauf si elle m'en a pas parlé, mais Ok. je pense pas. Ok, ça marche. Parce que, en plus, je sais plus, j'ai vu le post et tout, et elle a mis des yeux, genre, en Oui, commentaire. oui, oui, en fait, elle avait pas compris. Je pense qu'il y a une deuxième du même prénom Ok. et c'est elle qui part aux États-Unis. Ok, ça La mienne, marche. elle reste ici. Ouais, ok, ok, ça marche. Ouais, parce que je me suis dit, c'est bizarre, elle vient en France pour repartir Non, je direct pense et pas. tout. Ok. Alors, du coup, j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous avez fait un gros travail aussi au niveau de la pliométrie, Oui, etc. Parce que vu que c'est une sauteuse et tout. Et ça, c'est dans l'objectif de travailler sa vitesse, parce que là, elle a pas sauté, là, il me semble, cette saison. Elle a fait euh, un 200, je crois, il me semble, oui. et Et plusieurs 60. 3 3,60, ouais, c'est ça. ou 4, je sais plus. Ouais, Oui, elle a fait à Aubonne, et oui, elle a pas fait de ouais, saut en tout cas. ouais, elle a pas fait de saut. Et du coup, c'est vraiment sur ça que vous axez la préparation. Elle compte faire du saut cet été, ou elle va se mettre sur le 100 mètres et le 200. Ah non, non, elle compte faire du saut. Ok, ok, Attendez, ok. elle a juste. Je pense qu'avec son coach, ils ont décidé de prendre une petite pause, entre Ok, guillemets, de la longueur et du triple bah, cet hiver. hmm, Mais ils préparent la saison estivale. ok, Même moi, dans mon programme, je travaille déjà sur la saison estivale. ok. Elle va sauter. Par contre, elle avait besoin de faire autre chose pendant cette période spécifique. Et d'où le 60 mètres, où quand même, pour une sauteuse en longueur, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Ouais, Et je pense qu'elle va se concentrer un peu sur ça. Mais c'est possible qu'elle fasse des 100 mètres cet été, ok. je Bah, de toute façon, pense. c'est important, je trouve, de travailler la De toute vitesse, façon, etc. c'est lié les deux. Ouais, ouais, c'est Et, lié. euh, et c'est important Hmm, de travailler les deux pour n'importe quel sauteur. ok. Bah, Melvin Raffin, quand il était en junior, Mm, il était champion de France et tout, sur 100 mètres, et sur 60 aussi. Et mm. pourtant, il fait du triple. Et du coup, pour toi, les sauteurs, pour toi, c'est des sprinteurs. Je pense qu'il y a deux types de sauteurs. Il y a le sauteur sprinter Hmm, qui, lui, vraiment arrive à atteindre une certaine vitesse maximale et la transférer sur un saut. ok. Par contre, il y a d'autres sauteurs qui ont vraiment une qualité de pied Ouais, hmm, tellement incroyable que limite, ça, ouais. ils n'ont pas besoin d'avoir des qualités Hmm, extraordinaires en termes de vitesse. Mais par contre, pour avoir un certain niveau, bah, par exemple comme Yanis, il faut être rapide. ouais, bien sûr. C'est Ah, pas bien possible. sûr. Ouais, bien sûr. Bah, on avait vu Tantoglou. Lui, je trouve que ça a plus un profil, justement, qualité de pied, etc. Après, il est rapide, hein. Je crois qu'il est en 10 un truc comme ça, C'est sur 100 rapide, mètres. oui. Ce qui est rapide. Mais je pense qu'il y a d'autres sauteurs qui sont plus rapides que Oui, lui, tu vois. oui, c'est ça. Hmm. Après, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Ah oui, oui, bien sûr. Ah ouais, si t'as les deux, franchement, t'es bien, hein. Et qu'est-ce que ça représente, justement, humainement et professionnellement de préparer une athlète de ce niveau? Parce que tu as déjà préparé des athlètes vraiment du niveau de David ou... Oui, mais de... pas. En fait, ce qui change avec Yanis, c'est Mhm. que je suis pas la coach, tu vois, Ouais, je suis plutôt la préparatrice physique. ok, Et déjà, c'est la première fois que je fais ça. ok,
j'ai jamais eu de demande de qui que ce soit, que je sois juste la prépa physique. D'habitude, c'est soit les 2, soit on me contacte pas. Ok. Donc déjà ça, c'est et au final, c'est pas plus mal. Moi, Ouais. je m'étais dit au début: «Ouais, mais ça veut dire quoi? Moi, je vais pas faire la vitesse, je vais pas faire les starts, pas faire le chariot». Hmm. Mais au final, c'est complémentaire Mm. et c'est important et et je pense que c'est super je pense que c'est une des expériences les plus enrichissantes que j'ai eues. Ok. C'est, quand tu entraînes un athlète de ce niveau-là, c'est pas la même chose que quand tu entraînes des athlètes, en club. Ok. Elle a une vision de la performance qui est différente. Elle peut râler. Hmm. Elle est insupportable quand elle râle. C'est une drama queen. Ah ouais. Mais par contre, dès qu'il y a un exercice à faire, elle change de visage et elle fait. Il Ok. y a pas de oui, mais. Elle fait et c'est ça qui est différent, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut et elle fait en sorte que ça fonctionne tous les jours à l'entraînement. Donc, c'est rare d'avoir ça. Et au niveau de sa mentalité, le fait qu'elle a fait la fac aux États-Unis, etc., est-ce que tu as vu quelque chose de différent par rapport aux athlètes que tu as en France? Mmh, pas trop, je pense pas trop. Ça reste quelqu'un de très fort. Hmm. Elle a elle a vécu aussi des expériences incroyables là-bas. Je Ok. pense que ça lui manque de temps en temps et mais c'est quelqu'un de très fort, je pense comme tous les athlètes de son niveau. Ok. Elle est très forte mentalement, elle sait ce qu'elle veut. Elle a un coach qui est incroyable aussi. Vraiment, elle a trouvé le combo parfait, la Ok. petite. Et ça fait en sorte que à l'entraînement, elle est bien. Euh, et voilà. Ok. Bah, en vrai, ce sera l'occasion de l'inviter, en vrai, dans le podcast pour qu'elle en parle Bah aussi oui. d'elle-même, hein. Euh, du coup, aujourd'hui, tu es à l'Athletic Club 92. Donc après, donc du coup, tu as fait ACBB, tu as fait Créteil. Et du coup, là, tu rejoins l'Athletic Club 92. Donc, tu as fait un itinéraire enfin, ancré dans le club, dans tout ce qui est vie de club, etc. Est-ce que tu peux nous parler, vu que du coup tu as fait le Krebs aussi, mais pas en tant que coach, mais en tant qu'athlète, Mm. est-ce que tu peux nous parler de la différence entre l'athlète en club et l'athlète en pôle? Je pense que l'athlé en pôle, c'est encore un autre niveau d'entraînement. Tout est structuré, les athlètes, c'est pas les mêmes. Ok. Pas les mêmes objectifs. Il y a tout ce qu'il faut. En club, souvent, même si l'Athletic Club 92, c'est un des meilleurs Ouais. clubs de France quand Mhm. même, ils ont beaucoup de moyens, ils ont des athlètes, les athlètes qu'il faut, les coachs qu'il faut, mais ça reste un club. Ouais. Et je pense qu'il faut faire la différence entre un coach qui entraîne à l'INSEP et un Mhm. coach qui s'entraîne, Ouais, qui qui entraîne entraîne en dans un club. club. C'est pas pareil. T'as plus de contraintes, entre guillemets. Oui, t'as beaucoup plus. En fait, les athlètes de pôle, ils ont que ça à faire. Ouais. Bon, il y en a certains qui travaillent, Mm. il y en a beaucoup même, mais c'est leur objectif principal. Mm. Alors que nous, souvent, on a des athlètes qui font des études, qui travaillent, qui sont étudiants jeunes, qui ont d'autres trucs à faire Ok. sur les Oui, côtés. oui. Donc, ils s'occupent pas trop de tout ce qui est environnement, de dormir, de manger, de Mm. récupérer, les séances de kiné. À l'INSEP, il y a tout. C'est Ouais. un cadeau, l'athlète. Ah ouais, ouais, franchement, c'est un cadeau. Mais le fait que tu sois dans une très grosse structure qui est l'Athletic Club 92, est-ce que par rapport aux autres clubs que tu as fait, est-ce que tu as quand même vu une amélioration, un Oui, step-up au niveau de l'encadrement, etc. oui. Et beaucoup, vraiment, parce que l'Athletic Club 92, c'est un club qui a joué en élite pendant Ouais, longtemps. C'est des gens, enfin, c'est une direction qui sait de quoi elle parle, qui connaît les performances. Tu lui dis, mon athlète, il a fait ce temps-là, il a progressé. Ils vont pas juste te dire bravo parce que, voilà, ils savent ce que c'est, ils récompensent les athlètes. mm, Les entraîneurs, ils sont bien choisis. Donc, j'ai des collègues incroyables, aussi que ce soit chez les jeunes comme chez les grands. C'est Ça commence à devenir un peu du professionnel, entre guillemets. On n'est plus dans des petits clubs où c'est du loisir pro. ok. Et lorsque tu prends en charge un athlète, comment tu définis ses objectifs de la saison?
Je fais ça avec lui. Ok. C'est super important. C'est souvent en début de saison, on s'assoit comme ça et il me dit, bah moi cette année j'ai envie de faire un 200 en tel chrono ou j'ai envie de me qualifier aux France. On voit ça ensemble, on voit si c'est possible. C'est important qu'on donne pas des objectifs irréalistes à l'athlète Mm. parce qu'après il va arriver au milieu de la saison, il va voir que bah, c'est impossible, Ouais. il va être dégoûté, il va penser que j'ai pas atteint mes objectifs. Donc le rôle du coach aussi, c'est d'apprendre à l'athlète à vraiment choisir les bons objectifs qui soient réalistes et qui soient atteignables, entre guillemets. Pas trop non plus pour qu'il y ait un peu de motivation, mais oui, c'est important. Et on refera un Ok. point après. Et du coup, lorsque le plan, entre guillemets, ne se déroule pas comme prévu, comment tu gères la situation parce que ça peut affecter l'athlète, mais aussi toi aussi, ça peut... Enfin, toi, tu peux te dire, ah, j'ai, entre guillemets, échoué. Hum, Ça peut arriver Ouais. et c'est important que ça arrive. C'est Mhm. important que tous les entraîneurs ils se remettent en question parce qu'on n'est pas des dieux de l'entraînement. Mhm. Ça peut arriver qu'on fasse des erreurs par-ci, par-là. S'il y avait un programme qui marchait pour tout le monde, on l'aurait tous utilisé et notre métier Ouais. n'existe pas. Donc, en tant que coach, moi, je gère ça de mon côté, mais c'est important de faire comprendre à l'athlète que c'est pas grave, que Mhm. l'athlétisme, c'est des hauts et des bas. C'est un sport ingrat. Mhm. Parfois, une blessure peut arrêter une saison, même une carrière. Ouais. Donc, c'est OK. L'important, c'est de se relever et, et de revenir à l'entraînement dès que possible, à fond, pour atteindre un nouveau objectif. Et ça, c'est important. Ok, ok, ok. Et, euh, et du coup, alors, est-ce que tu as déjà été approché par des fédérations d'athlétisme, là, vraiment je parle d'athlétisme, pour intégrer des staffs ben, au niveau national pour préparer des athlètes à des échéances comme des championnats du monde, des championnats continentaux, Mm. olympiques, etc. J'ai déjà été contactée par l'ALIFA Ok. pour, tu vois, les stages des Hmm. jeunes. Malheureusement, j'étais à l'étranger, mais non. Et c'est normal parce Ouais. que j'ai pas les athlètes en équipe de France, j'ai pas d'athlètes qui vont faire les championnats d'Europe et Hmm. compagnie. Donc, pour le moment, non. Ok. Et c'est un objectif que tu as en tête? C'est un objectif, mais c'est pas l'objectif de ma vie. Ok. Si ça arrive, tant mieux, mais je préfère que ça arrive enfin, ça doit être la conséquence de ce que je fais aujourd'hui au travail dans mon club. Si demain j'ai les résultats qui justifient ma présence dans ce niveau-là Hmm. d'entraîneur, oui, mais enfin, il faut mériter cette place Ouais, quand bah même. bien Pas sûr, juste il la faut la personne qui connaît mériter. la personne, ou bien parce que j'ai 30 000 abonnés, donc maintenant je vais aller Ouais, encadrer l'équipe de France. Enfin, non, ouais, ça marche pas comme ça ça. marche pas comme ça, bien évidemment. Euh, du coup, euh, bah, là, l'interview touche à sa fin. On va faire une conclusion et après, derrière, on va faire un tu préfères. Ok. Donc, quelle est la suite pour toi? Ça va être la conclusion. La suite pour moi, c'est de continuer à faire ce que je fais, de m'améliorer, de me former encore plus, de vraiment d'être encore une meilleure version de moi-même en tant qu'entraîneur et peut-être pour la suite atteindre encore plus de petits objectifs par-ci par-là. Ok, très bien. Donc, on va faire un tu préfères. Je vais te donner deux options et tu choisis celle que tu préfères. Ok. Donc c'est un, tu préfères spécial coach. Avoir un athlète ultra talentueux mais ingérable ou un athlète limité physiquement mais ultra investi. Limité mais ultra investi. Ok. Pourquoi? Tu veux, tu peux Parce justifier. que, parce qu'un athlète qui a des qualités physiques, il sera jamais gérable. Et Ok. qui n'est pas gérable, il sera jamais gérable. Alors qu'un athlète qui n'a pas de qualité physique, mais que j'arrive à cadrer, va gagner des qualités physiques. Ça, c'est OK. Ok. Gagner une médaille nationale avec un athlète ou faire progresser un athlète lambda bien au-delà de ce qu'il pensait possible. Pour faire progresser un athlète lambda, c'est sûr. Ok. Il y a beaucoup plus de satisfaction Mm. à
à ça qu'un athlète qui a déjà des qualités physiques. Ok. Un groupe très soudé mais moyen en performance ou un groupe très performant mais sans réelle cohésion. Très soudé. Ok. C'est la base. Ok. Être une coach reconnue pour ses résultats ou être reconnue pour la qualité humaine de son accompagnement. Pour ses résultats quand même. Parce que le côté humain, Ouais, c'est moi, je fais pas exprès, j'ai ouais, pas envie d'être reconnue pour ça. ok. Au final, on entraîne la performance. Ok, ça marche. Euh, Planifier une saison parfaite sur le papier ou savoir s'adapter parfaitement quand tout part en vrille. Savoir s'adapter. Ok. En plus, Je t'as dit que pense c'était que, ta oui, qualité je en pense qu'il y plus. a aucune saison qui est parfaitement planifiée, ça n'existe pas. Ok. Avoir des installations et des moyens exceptionnels ou un environnement simple, mais avec une liberté totale dans ta méthode. Un environnement simple, mais Hmm. j'aimerais bien une piste en salle. Je veux une piste en salle. Bah après, Intérieur, s'il vous plaît, si vous Anthony, m'écoutez. vous avez une ligne droite. Oui, mais moi, je suis à Ah oui, Issy-les-Moulineaux. c'est vrai que t'as En ici. fait, on est une entente. Ouais. Où je pense que certains s'entraînent là-bas de temps en temps. Hmm. Mais moi, je veux une piste en salle. Non, en vrai, une Je piste sais en jamais, salle. peut-être que ça va arriver Ah, grâce à ton peut-être, hein. interview. En plus, il y a des moyens, en plus. Ils peuvent mettez l'argent pour la piste en salle, s'il vous Beaucoup plaît. d'argent. Euh, une saison sans blessure, mais sans record, ou une saison avec des records, mais beaucoup de casses. Une saison avec des records et un peu de casse. Ok. Parce que ça n'existe pas. Ouais, sinon, ouais, c'est... Ouais. Ok. Et la dernière, du coup, une saison parfaite à l'entraînement ou une... Enfin, une séance parfaite à l'entraînement ou une compétition moyenne, mais riche en enseignement. Une séance parfaite à l'entraînement. Ok. Parce qu'avec de la patience, Ouais. ça va sortir en compétition. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, merci, hein, c'était la dernière question. Merci d'être venu. Merci. Donc, du coup, on se retrouve pour le prochain épisode du French Track Show. Merci à toi d'être venu et d'avoir partagé ton expérience. Merci Voilà. à vous.